Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Reconnaissez-vous les plantes que j'ai derrière moi? Ces buissons-là? Voyez-vous la différence entre le café et le cacao? Ce sont des plantes qui se ressemblent, hein? C'est du cacao. Je suis sur ma terrasse. Et nous avons un demi-hectare, un truc comme ça, de cacaotier. Juste à côté. Nous ne l'avons jamais touché. Pas d'entretien, pas de travail. Et il y a des fèves de cacao qui sont produites donc dans des cabosses. Je ne sais pas si vous voyez les cabosses ici, je mettrai peut-être une photo si j'y pense. Mais ce que je peux vous montrer par contre, c'est que ce cacao, lorsque la cabosse est ouverte, notamment par les écureuils, eh bien, il attire toute une biodiversité, notamment des oiseaux. Et j'ai mis quelques photos, notamment sur mon Flickr, le Flickr holistique, d'oiseaux qui mangent dans la cabosse. Alors, le cas du cacao et du café, qui sont donc des plantes très proches, qui se cultivent presque de la même façon, est intéressant. Parce que je résume des choses que normalement vous savez déjà si vous suivez ma chaîne, et notamment cette playlist. Je rappelle en quelques mots si vous avez des doutes ou si vous arrivez sur ma chaîne par cette vidéo et que vous êtes un peu perdu. Donc sur cette chaîne, on parle de tous les sujets naturalistes, notamment de la conservation. On sait que la biodiversité s'effondre, c'est une catastrophe, et c'est rien de le dire. Il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. Et si on veut arrêter ça, il faut rendre plus d'espace à la nature. Mais il y a deux façons de rendre de l'espace à la nature. Il y a de faire des réserves totales où la nature est totalement libre. Et pour ça, il faut de la surface de libre. Et alors, il y a une manière de produire notre nourriture qui diminue l'impact et donc qui laisse la possibilité à la nature de développer une certaine biodiversité. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre de l'espace à la nature en ne la cultivant pas du tout? Et comme on est nombreux, il faut trouver de l'espace. Or, l'activité agricole, mais l'activité tout court, qui gaspille le plus d'espace de tout ce que fait l'humain, c'est l'élevage. Et donc, j'ai déjà démontré ça 100 fois, si on veut diminuer considérablement l'espace que nous utilisons, il faut arrêter les élevages et changer d'alimentation pour devenir végétalien. Bon, ça a été démontré plein de fois, c'est pas vraiment discutable, il y a toutes les études scientifiques nécessaires. Même en fait, les éleveurs reconnaissent que leur activité est celle qui utilise le plus d'espace. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, j'attaque dans certains articles, notamment celui-ci, l'agriculture, en disant que l'agriculture, de façon générale, c'est une guerre contre la nature. Je parle ici même du maraîchage, de toute l'agriculture. Puisqu'on empêche les écosystèmes de se reconstituer, et donc on doit lutter contre les animaux qui tentent de détruire les plantes qu'ils considèrent comme nuisibles ou invasives, ce que nous plantons, pour laisser l'écosystème se reproduire. Donc on va tout le temps être en conflit avec la nature. Pourtant, il faut bien manger. Alors la solution, on en a déjà parlé aussi souvent, c'est la permaculture. La permaculture n'est pas de l'agriculture, c'est une manière de collaborer avec l'écosystème pour produire des choses qui nous conviennent. Ceci étant dit, comme je le dis, le cacao et le café, c'est particulier. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'en a pas besoin. On adore presque tous une bonne tablette de chocolat avec un petit café noir. C'est peut-être délicieux, c'est ce que je pense, mais on n'en a pas besoin. Et donc, pourquoi aller exploiter la nature pour produire quelque chose dont on n'a pas besoin? Et donc vous voyez, la question du café et du cacao est très intéressante. Soyons honnêtes, l'être humain fait beaucoup de choses dont il n'a pas besoin. Si on s'en tenait à nos besoins, le monde irait certainement mieux, la vie serait peut-être plus ennuyeuse. Mais ici, on ne va pas philosopher sur ces questions, on va regarder ce cas particulier que j'ai choisi, non pas parce que j'habite dans une région où il y a du café et que dans la réserve naturelle ici, il y a une production de café, mais parce que c'est un véritable cas d'école qui nous permet de réfléchir à notre relation à la nature. Et si vous croyez, à tort, que je fais cette vidéo maintenant parce que je vis à Loma Merchan, qui est donc une réserve naturelle et une production de café, eh bien je vais vous prouver que vous vous trompez, parce que j'ai dit ceci lorsque j'étais au Guatemala en 2023, bien avant d'arriver ici, dans une vidéo qui paraît toucher à un tout autre sujet, puisque je parle des animaux domestiques, dont certains voudraient faire un génocide, et j'explique pourquoi les raisons de ce génocide.
et j'explique notre relation à la nature, aux animaux, etc. Et je commence dans une plantation de café. Et je dis ceci. Vous voyez, je suis dans une plantation de café. Du café en ombrage, c'est-à-dire du café qui pousse sous des grands arbres. Très souvent, cette approche sert à produire du café de grande qualité, qui se vend beaucoup plus cher, qui est bio, qui évite, grâce à la présence des grands arbres, et donc dans un écosystème équilibré, les attaques d'insectes et d'autres parasites. Donc il n'y a pas besoin de produits. Lorsque les grands arbres naturels sauvages sont ainsi présents, il y a énormément de biodiversité, ça peut frôler les 90-95% de la biodiversité de la forêt naturelle. Ici, c'est particulier. Il reste des grands arbres sauvages, mais il y a aussi des avocatiers. Ce que je dis est strictement valable pour le cacao également. Si on produit bien le café, en respectant l'écosystème, donc c'est déjà une forme de permaculture, mais en réalité c'est une technique qui est beaucoup plus habituelle que la permaculture dans le monde. On appelle ça le café ou le cacao en ombrage. Et vous allez voir sur internet, il y a des millions d'hectares, à mon avis. C'est vrai que j'ai pas été voir les chiffres. Si j'en trouve, j'en mettrai à l'écran, c'est pas l'essentiel, mais il y a d'énormes surfaces dans le monde qui sont cultivées en ombrage, pas seulement parce que les gens qui produisent ça aiment la biodiversité, c'est parce que ça fait du café exceptionnellement bon, comme celui que nous buvons ici à Loma Merchan, dont je vous mets une photo dans paquet. Nous avons de la chance de pouvoir boire ça tous les jours tant que nous vivons en Colombie, et c'est une des choses qui va nous manquer quand on partira d'ici, Marinella et moi. La question est vraiment très claire. Est-ce que les naturalistes doivent boycotter le café et le cacao? Ou est-ce que, s'ils aiment ça, il ne faut pas se forcer, est-ce qu'il est tout à fait raisonnable de consommer du café et du cacao, à condition bien sûr qu'ils soient produits dans des bonnes conditions de respect de la nature, donc en ombrage. C'est parti pour 5 petites minutes, ça devrait aller très vite. Parce que ce que je dis est valable en fait pour beaucoup de choses. Je vous ai dit, c'est en cas d'école. Vous savez sans doute que dans certaines publications, on vous dit les avocatiers, c'est une catastrophe pour la nature, ça demande plein d'eau. Si vous regardez les chiffres de cacao, je vais les mettre à l'écran, je sais qu'ils sont très élevés concernant l'eau, on gaspille de l'eau. Vous dites, à raison, que la viande, notamment la viande de bœuf, consomme 10, 15, 20 000 litres par kilo de viande produite. Mais regardez, le chocolat, c'est pire. Eh bien, c'est vrai et c'est faux. Si vous plantez du cacao, des avocatiers, ou n'importe quelle plante qui a besoin de beaucoup d'eau dans le désert, vous allez devoir arroser avec des quantités astronomiques. Mais le problème, c'est pas le cacaotier, l'avocatier ou que sais-je. Le problème, c'est que c'est stupide de planter des végétaux qui ont besoin de beaucoup d'eau dans le désert. Mais ici, ces cacaotiers-là, on les arrose jamais. On est en Colombie, le pays du monde où il pleut le plus. Bon, on est à Bucaramanga, qui est une zone relativement sèche pour la Colombie, mais bon, il pleut. Donc on ne doit jamais arroser. Donc vous voyez, c'est très important de bien comprendre la nuance. Le problème n'est pas de savoir si tel ou tel végétal est mauvais ou il est bon. Le problème, c'est de savoir comment et où on le produit. J'avais déjà, dans une autre publication, parlé des ananas. On en a aussi 2-3 qui poussent ici, mais on les verra jamais à taille adulte avant de partir. Quand vous voyez des monocultures d'ananas, au niveau de la biodiversité, c'est une catastrophe absolue. On n'est pas obligé de les produire en monoculture. Quand on met quelques ananas dans notre jardin comme ici, on fait de mal à personne, et les oiseaux même, par exemple je vous mets une photo de sucrier à ventre jaune, il vient tous les jours chercher sa nourriture, sans doute des petits insectes qui vivent là-dessus, ou bien peut-être un petit peu de sève sucrée, je ne sais pas bien en fait ce qu'il mange là-dessus, mais je le vois presque tous les jours venir sur le petit fruit d'ananas en train de pousser. Bon, c'est un exemple tout simple, mais c'est valable avec tout. Les monocultures de bananes. Savez-vous que le Costa Rica, qui se présente comme un paradis de biodiversité, et en tout cas quand j'ai fait la vidéo sur ce pays en 2024 ou 2023, c'était le pays du monde qui, par habitant, utilisait le plus de pesticides. Pour un paradis de biodiversité, c'est pas top. Pourquoi? À cause des bananes et des ananas. On n'est pas obligé de produire des bananes comme ça. Chez nous, ici, on a des bananiers. On ne les pulvérise jamais, évidemment. On ne les arrose jamais. Donc, il y a un impact zéro. Sauf si on a coupé des arbres sauvages pour planter les bananiers. Alors là, on a un impact. Les cacaotiers et les caféiers, on peut les planter sans couper les arbres. On va dans une forêt, on coupe le sous-bois,
les buissons, la végétation, s'il y en a, et on plante nos cacaotiers et nos caféiers. Dans ces conditions, on n'a pas besoin de pesticides. Et on produit un café de grande qualité. Les caféiers, les cacaotiers deviennent le sous-bois, et ils sont tellement appréciés par les oiseaux, les insectes, les mammifères, qu'en fait on a constaté que la biodiversité d'une plantation de café en ombrage atteignait entre 80 et 100% de la biodiversité naturelle. Donc c'est un impact nul ou très 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 légèrement négatif. Il faut quand même se placer un petit peu dans la réalité. Il existe des surfaces qui appartiennent à des gens. Imaginez, vous êtes un petit propriétaire, vous héritez de 2-3 hectares de votre famille, et sur ces 2-3 hectares, il y a de la forêt. Vous allez payer des taxes. C'est le cas en Colombie. Vous avez une propriété, vous payez des taxes. Vous allez, si vous voulez que ce ne soit pas détruit, il faudra qu'il y ait un minimum de surveillance. Parce que sinon, le voisin va peut-être venir couper du bois, il va peut-être tuer vos animaux sauvages, braconner, vous voyez. Donc il faudrait une présence. D'une manière ou d'une autre, ça coûte un peu d'argent. Parce que la personne qui est là, même si vous avez trouvé une bénévole, elle n'a pas un autre travail, il faudra quand même lui donner un peu à manger, vous voyez. Bon. Donc, si cet endroit vous coûte de l'argent, il ne vous rapporte rien. Et en un moment, vous avez des difficultés financières. Ça peut arriver à tout le monde, hein, dans ce monde-ci, on voit bien. Et à un moment, vous direz, j'ai peut-être pas d'autre solution que vendre mon terrain. Et le suivant, il n'a peut-être pas vos scrupules, il va peut-être tout raser pour mettre en champ de maïs. Hein. C'est triste. Ou alors vous dire, bah, je vais te vendre un petit peu de bois. Alors vous allez abîmer la forêt. Alors que si vous vous dites, je ne touche pas aux grands arbres, je coupe un petit peu de sous-bois, pas tout, la moitié, je plante mes cacaotiers ou mes caféiers, et je vends du cacao et du café assez cher parce que c'est bio et de grande qualité à l'export. Et avec ça, j'ai une petite rentrée qui me permet de protéger mon territoire, y compris une partie de la forêt que je maintiens totalement naturelle. Vous voyez, ça c'est une gestion réaliste. C'est ce qu'on fait ici à Loma Merchan, si ce n'est que ce n'est pas la moitié de café, c'est 10% de café. Et le reste est laissé tout à fait à la nature. Et donc vous voyez, c'est vraiment une bonne solution. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Je voulais donner l'exemple du café et du cacao parce que c'est un exemple bien précis de quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin, mais qui offre un excellent compromis pour garder les grands arbres, garder la biodiversité, tout en produisant un petit peu d'argent. Vous pouvez augmenter la rentabilité du site en faisant venir des gens qui vont venir voir cette biodiversité. Et en même temps, acheter votre café et boire votre café. Voilà. Donc, est-ce que le café, qui est parfois diabolisé, comme le cacao, notamment pour sa consommation d'eau, comme les avocatiers d'ailleurs, et d'autres, est-ce que cette diabolisation est justifiée? Non. Ce qu'il faut diaboliser, c'est l'agriculture industrielle, et ça c'est valable pour tous les types de plantations. Vous voyez, c'est un sujet qui est facile. Alors, ce que je n'ai pas abordé, c'est l'impact sur la santé. On voit des publications qui nous disent « le café c'est un poison », d'autres qui disent « c'est génial pour la santé ». Vu les publications qui vont dans tous les sens, y compris des publications scientifiques, hein, qui disent « oui, c'est très bon » et « non, c'est très très mauvais », la réalité est probablement un peu entre les deux, c'est un peu à vous de voir, c'est très important d'écouter son corps, etc. Mais si vous vous sentez bien en buvant du café, il ne faut pas culpabiliser parce que le café serait une catastrophe pour la biodiversité. Par contre, mais c'est valable pour tous les aliments, ça, et toutes les boissons. Ne prenez pas n'importe quel café. Il faut prendre du café bio en ombrage. En général, les deux sont liés parce que pour qu'il soit bio, c'est beaucoup plus facile en ombrage. Si on vous fait une monoculture de café, vous ne pouvez pas le faire bio parce qu'il va être attaqué par les parasites, etc. Ça va être trop difficile. Mais vous pouvez essayer d'étudier ce que fait l'entreprise à qui vous achetez ce café. Alors, il reste un point. Ça dépend où vous habitez. Chez nous, le café, il vient ici à 200 mètres. Finalement, si vous habitez en Belgique, je dis ça parce que je suis belge, hein, c'est la même chose en France, et que vous devez le faire traverser le monde, ben alors là, c'est plus discutable. Est-ce que vous mangez des bananes? Est-ce que vous mangez des mangues? Est-ce que vous mangez ou buvez des produits avec du chocolat? Donc là, on revient un peu avec la même chose. Est-ce que vous buvez du thé? Les cultures de thé, c'est une catastrophe écologique, hein, qu'on soit bien clair. Ici, donc, on a plusieurs sujets. La biodiversité, selon le mode de production, la santé, et le fait d'importer de loin ou pas. Je prône évidemment une alimentation locale,
bio, ça, de façon générale. Mais ici, le cas particulier du café bio en ombrage, c'est en fait une manière de soutenir, acheter ça est une manière de soutenir un mode de vie qui permet une certaine activité économique et une conservation significative de la biodiversité. C'était le but de cette vidéo, j'espère qu'il est atteint, que vous avez bien compris mon message. Je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, j'oublie au début de vidéo de vous demander vos pouces, vos partages, etc. Et donc je le fais à la fin. Peut-être qu'un jour, je parviendrai enfin à le dire au début pour avoir plus de retours. Dans tous les cas, à très très bientôt. La prochaine vidéo de cette série ne sera pas forcément filmée depuis la Colombie. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir mes vidéos récentes. Je parle des nouvelles aventures qui arrivent, des invitations au voyage auxquelles vous pouvez éventuellement participer dans des destinations qui vous étonneront.